Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un invité d'une manière un peu hybride, un épisode qui sort un peu des clous, puisque c'est pas une personnalité à qui je vais demander de parler de son rapport à l'argent, mais c'est une personne, Éric Tréguier, qui va nous parler du rapport à l'argent des autres, et en particulier des riches. Je pense qu'Éric, je vais te laisser te présenter, ça va être plus simple et surtout tu vas me dire, tu vas expliquer pourquoi tu es là. Donc je suis un journaliste au départ, je suis l'ex-rédacteur en chef adjoint de Challenge. J'ai créé en 1993 un classement des riches qui fait aujourd'hui référence et que je fais sans discontinuer depuis 1996 pour Challenge. Voilà, et donc c'est un classement qui recense 500 fortunes françaises, des fortunes qui sont soit sur le sol français, soit à l'extérieur de la France, et qui les suit depuis donc plus de 27 ans pour ce journal. Ok, donc tu les connais par cœur. Alors moi j'ai envie de te dire, comment t'es venue l'idée de ce classement ? C'est un petit côté un peu voyeuriste ou un peu pour faire comme les Américains qui sont friands de ce genre de classement ? Comment ça t'est venu ? Il y avait eu des tentatives pour essayer de capturer cette essence de ce qu'on appelle le capitalisme français. Tout le monde sait que les entreprises une grande partie des entreprises appartiennent à des personnes en France. Et c'est vrai qu'au moment où on s'est lancé, c'était un peu flou. On ne savait pas exactement qui avait quoi. Et en se mettant comme défi de faire un classement des fortunes, derrière, il y avait une autre idée qui était celle d'essayer d'avoir une sorte de panorama de l'économie française avec ce qui se fait de mieux. Parce qu'en fait, quand on regarde les entreprises, on s'aperçoit très très bien que les entreprises qui sont les plus performantes sont des entreprises qui sont détenues par des personnes physiques. Donc on s'est dit, on va rendre hommage à l'économie française, on va suivre, on va monitorer en quelque sorte l'économie française dans ce qu'elle a de mieux en faisant ce classement. Et alors, comment tu as commencé ? Comment s'est constitué ce classement ? Parce que donc c'est en 96, c'est ça ? Oui. Quand tu commences ce classement, quand tu te dis « allez, on y va », tu pars d'une page blanche. Comment tu fais pour... Et à l'époque, évidemment, Internet, c'est inexistant. Comment tu fais ? Il y a ce qu'on appelle les usual suspects. On prend ceux qu'on connaît, dont on sait, dont tout le monde sait qu'ils ont des entreprises. Donc il y avait déjà Bernard Arnault, il y avait déjà la famille Pinault, il y avait les Wertheimer, bien sûr, il y avait les Hermès, il y avait les Peugeot, il y avait des gens qui ont un peu disparu aussi du paysage, comme les Deux Forêts.
je ne sais pas si ça Non, te dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? les Deux Forêts, c'était les créateurs de Carrefour. Ok. Ils ont un petit peu disparu. Il y avait les créateurs de Promodes qui a fusionné Carrefour. Tout ça, Ouais. c'était des grandes familles à l'époque. Elles ont disparu. Elles se sont faites absorber dans des entités plus grosses. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait un certain nombre de gens dont on savait qu'ils étaient riches. Après, il fallait déterminer de combien ils étaient riches. Et alors, comment tu le faisais, ça, justement? Parce que si t'as pas Internet aujourd'hui, il y a plein de sites qui permettent de trouver pas mal d'infos, même si c'est pas à la portée de tous. Là, comment tu faisais? Eh bien, on est allé voir les tribunaux de commerce pour essayer d'avoir les chiffres, mais il fallait reconstituer d'abord les groupes. Ouais. Et ça, c'était très compliqué. À l'époque, comme tu le dis, il n'y avait pas Internet, mais il y avait le Minitel. Et on avait des factures énormes de Minitel parce que on consultait sans arrêt les différentes bases de données sur les entreprises. Et puis à côté de ça, on avait des ouvrages. Ça s'appelait les DAVSA, qui étaient d'énormes bibliothèques de livres où on avait les noms des entreprises, le pourcentage détenu et une ligne qui courait sur la page et qui allait à une autre page ou à un autre volume. Et on reconstituait comme ça des groupes sur des feuilles de papier. Alors c'était parfois tentaculaire. Et, on avait certains groupes qui avaient 150 filiales et qu'on était obligé de revérifier, de reconstituer. On faisait un boulot et on fait toujours un boulot de banquier privé. Ouais. Quand il y a des transactions sur des entreprises, des rapprochements, des OPA, etc., on est obligé de faire une évaluation du groupe. Et on fait exactement la même chose à notre niveau. Ok. Et donc vous aviez des tableaux énormes avec des fils rouges qui reliaient d'entreprise en entreprise, enfin un peu comme on voit dans les films, j'imagine. Ah, exactement, avec des grands tableaux Velleda sur lesquels on écrivait, on effaçait pour essayer de reconstituer les groupes. Il y avait certains groupes qui étaient disséminés un peu partout dans le monde, qu'il fallait reconstituer. On n'avait pas forcément accès à toutes les données. Et puis après, il faut voir quels sont les rapports entre chacune des filiales et la maison mère, remonter tout ça et puis essayer d'avoir une image la plus claire possible de l'intégralité du groupe. Alors donc je comprends que ce tableau, enfin plutôt ce classement, il a été fait avec minutie, d'année en année. Est-ce qu'il est fait de manière consentie? C'est-à-dire que, je sais que tu vas me répondre non, forcément, tu ne demandes pas l'autorisation des personnes pour apparaître dans ce classement, mais est-ce que des personnes t'ont déjà dit écoutez, vous êtes gentil, vous me retirez de votre classement, je ne veux pas y apparaître? Je peux dire qu'un nombre considérable de personnes a émis le souhait de ne pas paraître, de ne pas figurer. Ça, c'est clair. On a même reçu des menaces. On a eu des avocats qui ont entamé des actions contre nous. Mais on a toujours gagné. Les actions se sont terminées. On n'a jamais été jusqu'au procès. Et on a en quelque sorte créé, grâce à ça, une sorte de jurisprudence qui fait qu'aujourd'hui, j'ai juste besoin d'envoyer un certain nombre de textes légaux pour faire comprendre à la partie d'en face que elle aura un petit peu du mal à gagner parce que on a défini une méthodologie qui nous évite de prêter le flanc à la critique et surtout à une action judiciaire. Ok, donc vous êtes quelque part indéboulonnable ou en tout cas droit dans vos bottes, dans tout ce que vous faites sur ce classement. Et la preuve, c'est que personne n'arrive à vous arrêter, entre guillemets, ceux qui ne veulent pas y apparaître. Bien sûr, parce que d'abord, on est la presse, donc la presse bénéficie d'un certain nombre de droits à l'information. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, il faut aussi ajouter qu'on a également une méthodologie qui nous permet d'éviter les écueils. Et c'est ça qui fait
fait beaucoup dans l'acceptation par un certain nombre de gens du fait de figurer ou de ne pas figurer. C'est que on est respectueux. On ne prend que auquel on peut avoir accès légalement et on ne fait pas du sensationnalisme. Ok. Donc, si une personne a une fortune avec des bateaux cachés dans les mers par un jeu de société, écran, etc., enfin, tout ce qu'on peut imaginer un peu de fantasmé, ça, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas y avoir accès, ça passe un peu sous les radars. Si c'est caché, si c'est illégal, effectivement, on va éviter de faire ça, puisque à partir du moment où on ne peut pas prouver notre information, on ne la publie pas. Et ça s'est révélé plusieurs fois absolument vital, puisqu'on a évité des procès en ne parlant pas de choses qu'on ne pouvait pas prouver. Donc, mais il faut avouer qu'un certain nombre de riches ne nous facilitent pas la tâche. Effectivement, en allant planquer leur argent dans des paradis fiscaux, en allant déclarer leur bateau à droite ou à gauche, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques sur des gens qui ont des bateaux, qui les mettent à Chypre avec des équipages domiciliés ailleurs, etc. Il faut ajouter quelque chose, c'est que quand il s'agit de chefs d'entreprise et qui sont à la tête de groupes importants, un bateau qui vaut 20 millions peut paraître important. Mais c'est une goutte d'eau très souvent dans la fortune de la personne. Donc rajouter ces 20 millions et se prendre le risque de se retrouver avec une action judiciaire et passer à côté et continuer à mettre 400, 800, 3 milliards d'euros, ça ne va pas changer grand-chose de rajouter 20 millions. Oui, donc on fait très attention. Et puis il y a un autre point, c'est que notre méthodologie, elle est ce qu'on appelle sur un point efficient de la loi, puisque en fait la loi française, elle définit 3 sphères autour de l'individu. La première, c'est l'individu, personne publique. Vous, moi, on peut très bien être à la tête d'un parti politique, d'une entreprise, d'une organisation, et donc on est des personnes publiques. On a le droit de parler de nous puisqu'on est des personnes publiques. Ensuite, il y a la vie privée. Mais il y a une partie de la vie privée qui a une dimension publique. Si je suis chef d'entreprise et que je détiens des actifs, ces actifs sont des actifs qui sont déclarés, qui sont au registre du commerce pour lequel il y a des statuts, des déclarations obligatoires, etc. Eh bien, dans ces cas-là, forcément, cette partie de la vie privée, elle est publique. Et puis, il y a le troisième cercle, qui est l'intimité de la vie privée. Et là, c'est femmes, enfants, voitures, propriétés, quand je les détiens en direct. Donc là, en tant que journal, si on commence à rentrer là-dedans, on est sûr de se faire pointer et de se faire crucifier par la loi. Puisque on n'a pas le droit, il y a une loi en France qui est la loi de la protection de la vie privée, qui est assez restrictive, notamment pour la presse. Et c'est là justement qu'est l'avantage de faire ce classement, c'est qu'en général, ces personnes fortunées, de ce que je comprends, détiennent des biens immobiliers rarement en direct, enfin, assez rarement, et le détiennent plutôt via des sociétés. Et là, pour le coup, ça tombe dans le domaine de la sphère entreprise. Donc, bien sûr, ça rentre dans ce classement. Okay. Ouais. Je reviens sur quelque chose que tu disais. J'ai l'impression que c'est un classement qui plaît. C'est un numéro qui se vend très bien. C'est un marronnier. Je ne sais pas si c'est péjoratif de dire ça. Non, mais en tout cas, c'est un ouais. numéro qui revient et qui a du succès. Donc ça plaît. Et dans le même temps, il y a quelque chose de très franco-français de dire je ne veux pas apparaître dans ce classement. Donc il y a un côté, comment tu l'expliques ça, ce côté j'ai pas envie d'y apparaître et en même temps ça intéresse les Français. Enfin, il y a quelque chose de français là-dedans. On pourrait parler du vieux fond judéo-chrétien, voilà, l'argent ne fait pas de bien,
et le bruit. Il y a plein de références autour de ça. Et effectivement, ce qui est sûr, c'est que je rencontre très souvent des riches qui me disent j'aime pas être dans votre classement, mais quand j'y suis, j'aime bien être à ma vraie place. Donc déjà, ça dénote qu'ils trouvent normal d'être à une place, ce qui m'étonne toujours. Et puis, j'ai aussi des anecdotes avec des grands de l'immobilier qui se retrouvent, par exemple, lors d'un cocktail, juste après la sortie, et il y en a un qui dit à l'autre écoute, je comprends pas, je suis plus riche que toi, et pourtant, je suis derrière dans le classement, c'est pas normal. Et je pense que c'est nous qui avions raison, que lui s'estimait un petit peu au-dessus de sa véritable valeur. Mais on voit très très bien qu'il y a un petit côté cours de récréation. Et chacun dans son domaine regarde aussitôt où est l'autre, et parce qu'il y a des compétitions, hein, bien sûr. Bien sûr. On regarde ça dans les secteurs. Par exemple, les hôteliers se regardent avec beaucoup d'attention. Dans le monde de l'immobilier, on se regarde aussi avec beaucoup d'attention. Dans le monde des transporteurs, tout le monde s'observe avec envie. Et puis, il y a quand même d'autres secteurs comme ça où les gens aiment bien se comparer. Et comment tu l'expliques ça? Parce que tu pourrais me dire dans d'autres secteurs, dans le secteur, j'en sais rien moi, de l'alimentaire, de la sidérurgie, je dis n'importe quoi. Pourquoi particulièrement dans ces secteurs, transport? Est-ce que tu as une explication? Tu peux me dire non, j'en sais rien, je sais pas, c'est comme ça, c'est une mentalité. Je pense que c'est la valeur des hommes. C'est des secteurs à haute consommation où la valeur humaine est très importante. Et donc, je pense que pour eux, il est important de savoir comment ils sont par rapport aux autres. J'ai pas d'autre explication à ce phénomène. Mais je sais en tout cas que ça peut être assez intense et que ça donne lieu à des sortes de petites joutes verbales entre personnes du même secteur. Ouais, t'as un souvenir de joute verbale? T'as une anecdote là-dessus ou non, ça reste off? Non, c'est un transporteur qui m'a appelé un jour en disant écoutez, là, ça va pas du tout, votre classement, c'est vraiment n'importe quoi. Alors donc, je m'attendais à ce qu'il me dise que je l'avais surévalué, qu'il fallait que je le baisse ou il voulait que je le retire du classement. Pas du tout. Il était très content d'être dans le classement et il me dit mais ça va pas du tout votre classement parce que là vous classez machin, vous classez truc et puis alors vous oubliez et il me sort un nom. Et un nom que je ne connaissais pas en plus. Ouais. Et donc je regarde. Et le type avait raison, c'est quelque chose, un trou dans la raquette, comme on dit. Ouais. Et donc, j'étais mortifié, mais à la fois très excité, parce que voilà, j'allais compléter mon radar de l'économie et du secteur en question. Et donc, j'ai enquêté, et effectivement, le type s'est retrouvé numéro 3 de son secteur, alors que l'année d'avant, il n'y était pas. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il y a à la fois de la compète entre personnes et aussi une petite fierté d'être parmi ceux qui comptent. Et alors, à l'époque, tu faisais un classement. Quand je dis à l'époque, c'était donc dans les années 90. Tu faisais un classement des 500 plus grandes personnalités, les plus grandes fortunes, ou c'était plus réduit, il y avait moins de riches, entre guillemets? Non, ça a toujours été 500. Alors, c'est 500, et ce qui est amusant, c'est que forcément, si c'est 500, c'est pas 600. Ouais. Et moi, j'ai dans ma base à peu près 700 à 800 noms que je suis avec beaucoup d'intention. Dans la base, il y a à peu près 2000 noms. Mais je suis vraiment avec beaucoup d'attention 700, 800 noms qui me servent à puiser les 500. Et ça veut dire que une fois,
que donc on n'en prend que 500. Alors, pour la petite anecdote, j'ai des gens qui se retrouvent 500e et qui détestent ça. Éric Kayser, vous voyez qui c'est? Éric Kayser, c'est le boulanger. Ouais, je vois Alors, très bien. il lui est arrivé des malheurs depuis, mais il y a quelques années, on l'a fait rentrer dans le classement Mhm. comme 500e. Et il n'a pas du tout apprécié, quoi. Ah bon, parce qu'il voulait pas y être ou alors il Eh se ben, il me dit trouvait non. pas assez haut? Ouais, il m'avait dit non, non, mais si c'est pour y être, je veux pas être 500e. Je veux pas être le dernier. Ok. Et donc, on avait regardé et puis on avait quand même laissé 500e en lui disant bah, on est désolé, mais vous êtes vraiment 500e. Donc, il nous en avait voulu un petit peu. Et il est sorti du classement depuis. Il est sorti du classement depuis. D'accord, ok. Il lui est Parce- arrivé des malheurs économiques. Oui, exactement, Ok. exactement. La société a grossi très rapidement jusqu'à atteindre plusieurs centaines de points de vente, Mhm. et notamment à l'étranger. Ouais. Et puis arrivé le Covid. Oui, bien sûr. Et là, quand on est en train de se développer, qu'on a engagé des investissements importants, Mhm. que quand vous êtes à l'étranger, il n'y a pas toujours un quoi qu'il en coûte, Ouais. eh bien, on se retrouve complètement coincé. Et là, le groupe a des difficultés énormes. Ok. Et donc, j'espère qu'il va s'en sortir, mais parce qu'il fait un très bon pain. Tout à fait. On salue Eric Kaiser. Exactement. Il y a quelque chose, d'assez singulier dans ce que tu dis, c'est que tu es capable de, oh, ce classement, on peut le voir comme un peu voyeuriste. Mais dans le même temps, c'est aussi un œil sur l'économie. C'est un œil sur ce qui se passe, sur la conjoncture, etc. C'est intéressant. Et en cela, est-ce que tu arrives à faire des déductions sur des secteurs qui vont plutôt mal, plutôt bien? Et comment tu arrives à, ou est-ce que tu y arrives déjà? Est-ce que tu arrives à voir certains secteurs prendre le vent arrière et s'envoler, ou au contraire, est-ce que tu vois des secteurs ralentir? Oui, bien sûr, bien sûr. On a vu le secteur, par exemple, de la distribution. Mhm. C'était les rois. On appelait ça les rois du caddie. Et ils trustaient les premières places il y a quelques années. C'était les grandes dynasties. Et on a vu que j'avais, par exemple, dans les 500 premières fortunes, j'avais une douzaine de Leclerc. Ouais. Aujourd'hui, j'ai que un Leclerc. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la plupart des Leclerc ont continué à augmenter leur chiffre d'affaires, Mhm. mais leurs marges n'ont pas tellement évolué, et surtout la valorisation de leur actif par le marché. C'est-à-dire que l'œil qu'a le marché sur leur actif a complètement changé. D'accord. Aujourd'hui, les valorisations d'un supermarché ou d'un hypermarché sont, je dirais, 50% inférieures à celles d'il y a 15 ans. Ouais, d'accord. Et il suffit de regarder, par exemple, l'évolution du cours de Carrefour au cours des 20 dernières années pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette industrie, dans ce secteur. Il suffit de regarder l'évolution de Casino, qui aujourd'hui est en train d'être vendu par appartement à Intermarché et puis à Auchan, Oui. pour voir que il y a quelque chose qui va pas non plus dans cette forme de distribution, que les Français délaissent un petit peu, ou qui ont été doublés par des formes de distribution qui sont plus agressives, et notamment le hard discount. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. D'accord, ok. Intéressant. Et sur le secteur du luxe, évidemment, tu vois une envolée spectaculaire. J'imagine qu'ils ont toujours été dans le classement, mais maintenant ils trustent les premières places. Enfin, bon, il n'y a pas 10 000 familles qui s'occupent, enfin qui est dans le secteur du luxe, mais j'imagine que ça a bien augmenté également. Bah, aujourd'hui, quand on regarde les 10 premières fortunes, on a 1, 2, 3, 4, 5... 6. Il y a 6
familles sur les 10 qui font partie du monde du luxe. Oui. Il y en avait 3 il y a 10 ans, il y en avait 2 il y a 20 ans. Ouais. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu significatif de ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que les marques de luxe ont des marges importantes et surtout, elles ont réussi à s'internationaliser de manière spectaculaire. Hein. Aujourd'hui, 90% du chiffre d'affaires de LVMH ne se fait pas en France. Et je pense que quasiment 100% de ces bénéfices se font à l'étranger. Alors, est-ce que, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est légion ou si c'était exceptionnel, est-ce qu'il y a des personnes qui t'appellent pour te dire « je ne suis pas dans le classement, merci de m'y mettre ». Ah non, il y en a quelques-unes, mais c'est quand même un événement assez rare. Mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises, avec des gens qui m'ont appelé en disant je comprends pas pourquoi vous m'avez oublié. Bon, du coup, on regarde. Hein, t'as un exemple en tête ou, enfin, si tu peux en parler. Moi, j'ai 2 exemples en tête. Le premier, c'est un tandem de jeunes sortis d'école de commerce et qui ont fondé un groupe de compléments alimentaires et de produits liés à la beauté et à la santé. Et qui se sont développés à toute vitesse et tout en passant en dessous des radars et qui m'ont appelé en disant voilà, on est des étudiants, on était étudiants dans des écoles de commerce. À l'époque, le classement existait déjà et on s'est toujours dit on aimerait bien y être et je pense qu'aujourd'hui on peut y être. Et ils sont rentrés à ce moment-là, effectivement, ils étaient à la 480e place et ils sont aujourd'hui encore au-dessus, ils sont à, je ne sais pas, 460 ou 450. Donc, tu peux les citer, tu peux dire qui c'est ? J'ai oublié leur nom et leur prénom, je suis désolé. Okay. Mais en tout cas, j'ai fait les vérifications nécessaires et ils sont tout à fait aptes à rentrer. Ils ont un parcours spectaculaire et c'est 2 jeunes chefs d'entreprise très sympathiques. Génial, ok. Voilà. Et l'autre exemple, c'est un coup de fil que je reçois un jour, comme ça. J'étais à mon bureau et puis quelqu'un m'appelle en disant « Bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais bien être dans les riches ». Je dis « Écoutez, ça n'arrive pas souvent, mais je vous écoute ». Et il me dit « Voilà, je suis en train de préparer une grosse opération financière et j'ai un petit souci. À chaque fois qu'on me googlise, on tombe sur autre chose. » Okay. Et du coup, je m'imaginais les pires choses. Il me dit, voilà, je dois avoir des rapports avec des banquiers, des gens qui sont très soucieux de leur sécurité. Et ce qui apparaît quand on me googlise, c'est que c'est le poker. Ah oui. Et je dis, ah bon, vous êtes joueur de poker ? Il me dit, bah oui, je suis un professionnel du poker. C'était Patrick Bruel ? Il connaît bien Patrick Bruel et il est bien supérieur à Patrick Bruel en termes de pratique et de gains. Ouais. Et donc il est très souvent à Dallas, voilà, pour des parties très 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 de très haut de gamme. Ouais. Et bien sûr, ça fait pas très sérieux quand on est prêt à lever plusieurs centaines de millions. Oui, bien sûr. Et du coup, il me dit, ça m'arrangerait que j'apparaisse, que quand on me googlise, j'apparaisse comme une des fortunes, et je suis sûr que ça rassurerait mes banquiers. Je dis, oui, d'accord, mais pour ça, il faudrait qu'on vérifie les choses, et je ne suis pas sûr de pouvoir vous compter. Il me dit, je vais vous envoyer des documents, vous allez voir. Et il m'envoie ces documents qui étaient incontestables. C'était des documents comptables, hein, vraiment. Et qui l'ont mis directement parmi les milliardaires. Génial. Et c'est un milliardaire absolument invisible jusqu'à présent, parce que disséminé un peu partout, parce que ayant
une discrétion exemplaire. Et d'ailleurs, son opération a été un succès. Oui. Et aujourd'hui, il s'en porte très, très bien. Alors justement, tu vois, tu parles de discrétion, de passer sous les radars. Moi, je me pose des questions parce que le classement, c'est un classement des fortunes françaises en France ou des Français partout dans le monde? On utilise le même principe que l'IRS américain, c'est-à-dire que tout Français, où qu'il soit, est riche ou pas riche. Ouais. Donc nous, on prend les Français riches. Ok, Voilà, partout dans le c'est monde. assez simple. Et donc, ça veut dire qu'on va les traquer, entre guillemets, là où ils se pensent en sécurité, Ouais. c'est-à-dire en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne. Certains nous disent « Ah, mais vous ne pouvez pas, parce que j'ai la nationalité X ou Y ». On leur dit oui, mais on a vérifié sur le journal officiel, vous n'avez pas perdu votre nationalité française, donc vous êtes français. Ok. Et alors attends, parce que moi j'ai l'impression qu'en Suisse, il y a un secret bancaire, un secret des affaires, non? Tu y arrives quand même? Tu peux avoir accès au compte, comme c'est le cas en France, facilement? Eh ben, on n'a pas accès au compte, mais on a accès à la fortune des gens beaucoup plus facilement qu'en France. Il suffit d'avoir un correspondant là-bas qui se rend dans le canton en question. La personne, le Français, s'est déclaré dans ce canton. Je suis au canton de Vaud, par exemple, Oui. ou au canton de Genève, et je vais voir les autorités genevoises ou vaudoises, et je leur dis, je veux voir les livres des résidents. Et donc, on tombe dessus, et là, on voit combien monsieur machin ou truc estime sa fortune et son train de vie, sachant qu'il est imposé sur son train de vie. Et que vaut mieux pas plaisanter avec les Suisses, Oui. parce que dans ce domaine-là, ils n'ont absolument aucun humour. Et ils sont capables d'avoir des réactions très très fortes. Un des riches français de mon classement, justement, a eu un redressement fiscal de plusieurs centaines de millions de francs suisses, Ouais. justement pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses revenus. Il s'agit de monsieur Castel, Ouais. qui est à la tête de l'empire Castel, Ok. l'empire du vin et de la bière. Ouais. Qui est aujourd'hui donc sous le coup d'une inculpation et d'un redressement qui dépasse, je crois, les 200 millions de francs suisses. Donc il va sortir du classement après ce redressement? Je ne crois pas, parce que sa fortune est de plusieurs milliards. Ouais. Je vérifie tout de suite. Je n'ai pas toujours tout en tête, hein, mais voilà. Donc sa fortune est aujourd'hui de 15 milliards. Oui, ok. Ça va. Ça devrait aller. Oui, oui. Est-ce que tu remarques dans tes fortunes françaises, tu les appelles tes riches, un peu comme si... Ah mais oui, c'est mon petit cheptel, j'en prends soin. Ok. Est-ce que tu remarques des typologies de riches? Je dis n'importe quoi. Par exemple, la famille des Bretons. On est Bretons, je crois que tu partages cette qualité avec moi. Est-ce que les Aveyronais, est-ce que les Bourguignons, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et je prends que des particularités régionales parce que c'est ce qui m'apparaît. Mais voilà, est-ce que tu remarques des choses là-dessus, des grandes familles, des classements, des typologies? Oui, effectivement, les régions, il y a plusieurs typologies de régions. Il y a plusieurs... l'appartenance à la Bretagne, ça c'est sûr, parce qu'il y a des clubs de Bretons. Il y a le fameux club des 30, où il y a les 30 premiers, enfin en tout cas les grandes fortunes bretonnes qui sont présentes et qui sont très actives. Très actives parce que elles ont imposé un certain nombre de choses, elles ont milité pour un certain nombre de choses, elles agissent souvent en bande organisée pour la bonne cause très souvent. Mais, comme le rappeur, si tu l'as, voilà. bande organisée. et je crois que c'est un peu moins vrai des Bourguignons, mais je crois qu'il y a
Il y a quelques... les gens du Massif central, par exemple, sont assez... les industriels du Massif central sont assez actifs autour de Michelin et tout ça. Oui. Et par ailleurs, effectivement, dans tout ce qui est l'hôtellerie, les Aveyronnais sont très soudés. C'est à la fois un club, c'est à la fois une compétition de village entre eux pour savoir qui est le plus gros et le plus profitable, mais aussi une sorte de banque parce que il faut financer des opérations et très souvent ils se financent entre eux. Oui, je comprends. Le réseau, le fameux réseau. Le fameux réseau. Le fameux réseau. Est-ce que, moi c'est une question que je me pose, est-ce que tu as des politiques, des personnes politiques dans ton classement ? Non. Non. Je rappelle que quand même, il y a plusieurs ministres qui sont considérés dans leurs déclarations, qui ont fait des déclarations de fortune qui sont obligatoires pour les personnalités politiques de ce niveau. Il y en a plusieurs qui ont fait des déclarations et on arrive à des fortunes d'une dizaine de millions pour les plus fortunés. Le seuil d'entrée aujourd'hui pour ce classement, c'est une bonne question, c'est ce que je voulais te demander. Voilà, il dépasse les 200 millions. 200 millions de fortune professionnelle. Ça veut dire, c'est pas j'ai une maison à 5 millions à Neuilly que je détiens directement, elle n'entre pas dans cette fortune professionnelle. Elle n'entrera dans cette fortune professionnelle que si cette maison est détenue par une société que je détiens et qui déclare et qui publie ses comptes. Alors, et c'est là, alors moi j'entends pas mal de critiques positives comme négatives, mais la critique qui revient régulièrement sur ce classement, les personnes, j'ai entendu dire que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ce classement. J'imagine que tu y es habitué, oui. Parce qu'elles disent, attends, moi je suis multimillionnaire grâce à ma société, mais virtuellement. Parce qu'aujourd'hui, je vis, pas sans le sou, mais tant que je n'ai pas transformé, tant que je n'ai pas revendu mes parts, je n'ai pas d'argent. En tout cas, je ne suis pas au niveau que vous m'accordez. Oui, mais c'est vrai de toute personne qui détient des actions. J'ai des actions Carrefour, elles valent 33 €. Je me réveille 3 ans plus tard, elles valent 9 €. J'ai virtuellement perdu, mais tant que j'ai pas vendu, j'ai toujours mes actions Carrefour. Donc c'est exactement la même chose pour eux. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, ce sont des fortunes virtuelles. Ce sont des fortunes virtuelles. Elles sont quand même un petit peu réelles, hein, puisque derrière il y a des actifs, hein, et il suffirait de les vendre. Et on a chaque année à peu près une vingtaine de personnes qui font partie du classement des 500 qui vendent en partie ou totalement leurs actifs. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que on ne s'était pas tellement trompé et que la fortune virtuelle devient une fortune réelle. Ouais. Et alors, est-ce que dans ce classement, il y a des personnes de qui tu es devenu proche ? Alors, j'imagine que la frontière, tu la gardes, qu'elle soit pas franchie, c'est-à-dire que tu peux pas devenir ami avec ces personnes, puisque tu es journaliste et donc indépendant dans ton jugement. Mais est-ce qu'il y a des personnes que tu vois régulièrement, avec qui tu es en contact régulièrement, grâce à ce classement ? Oui, complètement. Oui. C'est vrai que ça me place dans une situation un petit peu gênante, puisque je suis très attaché à l'indépendance. Je pense que j'ai jamais été pris en défaut là-dessus, et donc je fais vraiment très attention. Ça n'empêche que j'ai eu avec certains des rapports amicaux qui sont anciens, qui sont profonds. Je les aime beaucoup. C'est des gens, certains sont des gens qui ont beaucoup de cœur, qui sont des gens entre guillemets ordinaires dans le bon sens du terme, c'est-à-dire
qui n'ont pas la tête et les chevilles qui ne passent pas les portes. C'est des gens qui sont conscients qu'ils ont un peu plus réussi, parfois qui sont des héritiers, donc qui ont ce problème de légitimité. Oui. La seule petite subtilité, la seule petite fierté, c'est que je continue à les vouvoyer Oui. pour maintenir la distance. Mais j'en vois certains régulièrement, on déjeune ensemble, et ils se servent de moi un petit peu comme d'une boussole pour savoir un petit peu comment le marché apprécie leur activité, et on échange de manière assez libre sur tout ça. Pour moi, c'est très important aussi parce que ça me permet d'avoir une idée de l'appréciation qu'ont les financiers, les gens autour de ces gens-là, de l'évolution de l'activité. Okay. Ça me permet d'avoir une sorte de guideline, une sorte de marqueur de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Comment est-ce qu'on va considérer le secteur, et si moi je dois réviser mes indicateurs à la baisse ou à la hausse. Ok. Tu parlais à l'instant de certains de ces personnes que tu côtoies ont du cœur. Et moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est, puisque c'est l'objet aussi du podcast, c'est quel rapport, s'il y a un rapport des grandes tendances qui ressortent, quel rapport ces personnes ont à l'argent. Je te pose cette question parce que c'est une question que je pose donc à mes invités, normalement, les invités classiques, entre guillemets, de savoir quel rapport ils peuvent avoir à l'argent, ce qu'avoir de l'argent signifie pour eux, finalement. Là, est-ce que tu arrives à déceler ça, ou est-ce que non, au contraire, tu mets trop de distance avec ces personnes et tu n'es pas capable de répondre? Non, mais en fait, 500 personnes, c'est beaucoup. C'est peu et c'est beaucoup. Ouais. Statistiquement, ça commence à être représentatif, et c'est représentatif de la société. Donc on a la même variation, le même scope d'approche complètement différente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un petit peu d'ambiguïté par rapport à l'argent. Ouais. Donc ils disent que leur fortune est virtuelle, ça c'est sûr. Moi je connais des pingres qui comptent chaque centime. Je connais dans ces fortunes. Ouais. Je connais des gens qui ont des habitudes assez amusantes. Voilà, des gens qui payent par exemple toujours en liquide. Ouais. Okay. Non pas qu'ils ne déclarent pas, mais ça leur fait plaisir. Et donc j'ai été invité comme ça à prendre un café dans un grand hôtel, et la personne sort un énorme portefeuille avec des billets, plein de billets, et tellement de billets que le portefeuille était tenu par un élastique pour éviter que ça sorte. Et je lui dis, mais pourquoi vous baladez avec tant de liquide comme ça? Il me dit, voilà, j'aime bien, ça me permet de garder le contrôle du prix des choses, parce que quand on paye avec sa carte, on ne sait plus. Voilà. Bon. Et la personne qui est un milliardaire est connue pour sa pingrerie aussi. Et donc, je pense que ça a un rapport. Ça lui permet de savoir le prix des choses et de trouver que toutes les choses sont trop chères. C'est Bernard Arnault? Non. Okay. C'est vrai, tu as raison. Pour en revenir à des choses plus terre à terre, je parlais avec un boulanger qui a une dizaine de boulangeries dans Paris, et qui me disait qu'il a constaté que le panier moyen augmentait dans Paris. Pourquoi ? Parce que les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils dépensent avec le sans contact. Et c'est affolant. Ouais. C'est affolant. C'est bien pour les commerçants, mais c'est affolant pour les gens, effectivement. Donc je comprends ce côté rapport à l'argent, au moins il n'est pas virtuel. Voilà, et on a en fait toute la gamme qu'on trouve en France des gens et de leur rapport à l'argent. C'est-à-dire, j'ai quelques flambeurs aussi à qui de temps en temps m'invitent en disant, ouais, viens, je t'envoie le billet de train, je t'envoie le billet d'avion. Je leur dis, non, ça va pas se passer comme ça.
On peut prendre un café dans un bon hôtel parisien si vous voulez, mais je ne fais pas 400 km en avion simplement pour vous voir ou assister à un truc avec vous, puisque je continue à aller vous voyer. Est-ce que tu as des exemples marquants de fortunes qui se sont défaites, des personnes qui sortent d'un coup du classement de manière brutale? Ah bah oui, ouais, bien sûr. Chaque année, donc, il y a une vingtaine de personnes qui sortent du classement parce qu'elles sont passées sous la barre du 500e, mais parfois aussi parce que leur entreprise a perdu une grosse partie de sa valeur et donc du coup se retrouve dans des situations pas forcément faciles. Non, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Jean-Charles Naouri. Jean-Charles Naouri, énarque, qui prend le contrôle du groupe Casino, qui évince la famille, qui, grâce à des montages particulièrement intelligents, arrive à grossir rapidement, qui se lance à l'international et rachète en partie un groupe brésilien qui s'appelle Pão de Açúcar et qui se retrouve à la fois étranglé par la hausse des taux et par les effets du Covid pendant quelques années. Et qui aujourd'hui ne vaut plus rien puisque le groupe est en train d'être vendu et Jean-Charles Naouri est sorti de notre classement il y a quelques années alors qu'il faisait partie des 15 premiers, des 20 premiers il y a 20 ans. Incroyable. Et tu leur envoies un mot dans ces cas-là, tu communiques avec eux ou pas du tout? Quand ils sortent, non. J'ai pas trop envie de leur... mais ils sont très conscients que leur destin est un petit peu scellé. Donc je pense que ça aurait été rajouté un petit peu à l'humiliation, en tout cas aux difficultés qu'ils ont, de leur annoncer que, en plus, comme sanction suprême, je vais les retirer du classement. Non, je crois que on essaie de jouer ça avec pudeur et c'est vrai que on a vu par exemple un monsieur qui s'appelait Olivier Carvin qui était à la tête d'un groupe d'hôtels qui s'appelle Maranatha, qui était financé en partie par des souscriptions de particuliers. Il a eu les yeux un petit peu plus grands que le ventre et les promesses qu'il avait formulées, il n'a pas pu les assurer. Et donc le groupe est allé au tapis, il a été vendu par appartement et Olivier Carvin est sorti aussi. Voilà, ça arrive. Ça fait partie aussi de la vie économique, d'avoir des erreurs, de faire des erreurs, d'avoir les yeux plus grands que le ventre, ou aussi de tomber sur des circonstances qui sont contraires à ce qu'on avait prévu. Voilà. Je vais te poser une dernière question, parce que je vois que l'heure passe. Je voudrais te demander, donc l'entrée dans ce classement, c'est à partir de 200 millions d'euros, de fortune en tout cas professionnelle. Oui. Il y a dedans des millionnaires, mais il y a aussi des milliardaires. Est-ce que tu connais la proportion de milliardaires aujourd'hui, enfin la proportion en tout cas le nombre, et j'en sais rien moi, quand vous avez commencé en 96, combien il y en avait? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir, on a inventé une sorte de mesure qui s'appelle le FMIC, un peu comme le SMIC, mais qui est la fortune minimum d'inclusion dans le classement. Et ce FMIC, en 1996, il était de 14 millions d'euros. Aujourd'hui, il dépasse les 200 millions d'euros. C'est-à-dire que pour être 500e, il suffisait d'avoir 14 millions d'euros de fortune professionnelle. Aujourd'hui, il en faut 200. 200, c'est quand même pas mal. Et
de la même manière, les milliardaires, il y en avait assez peu quand on a commencé en 1996, puisqu'il y en avait 16. Et aujourd'hui, on en a plus de 120. Énorme. Ce qui fait... oui, on en a plus de 120 et on a par exemple on a toutes les licornes dès qu'elles sont détenues par des personnes physiques. Mais par exemple, le gouvernement a décrété à une liste des licornes. Ouais. Mais nous, on a fait notre propre liste des licornes avec des entreprises qui ne sont pas dans la liste du gouvernement, mais dont on sait que le jour où elles seront valorisées au-delà du milliard de dollars, et donc que leur propriétaire, ou en tout cas leur fondateur, très souvent, verra sa fortune, dans ce cas-là, s'envoler. Ok. Merci beaucoup, Eric. Je vais te poser une dernière question. Je pourrais en parler pendant des heures, tu sais. Je sais, et on pourra consacrer un autre épisode à cela, pourquoi pas l'année prochaine, pour voir si les choses ont évolué. Dernière question que je pose à mes invités. Tu n'es pas obligé de répondre, mais moi, ça me plairait que tu puisses y répondre. Est-ce que tu penses à des personnes que je pourrais contacter de ta part qui pourraient être intéressées pour effectivement répondre à ces questions, aux questions que je pose habituellement sur Gling. Alors, Jamy, que j'ai interviewé il y a quelques temps maintenant, m'a répondu Thomas Pesquet, que j'ai essayé de joindre, mais qui ne répond pas pour connaître son rapport à l'argent. Tu as le droit de me dire que je peux appeler de ta part d'autres personnes, mais en tout cas, voilà, sens-toi libre. C'est une question qui me surprend un tout petit peu. Je vais réfléchir, mais je préfère me donner un petit peu de temps pour te répondre. Voilà. Tu bottes en touche, donc. Non, je botte en touche, oui, tout à fait. Parce que j'ai 2-3 noms en tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes personnes. Il y a sans doute d'autres qui accepteraient d'en parler. Ouais. Ok, super. Donc, oui, je botte en touche. Ok, joker, ça marche. Merci beaucoup, Eric. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce numéro et à très bientôt pour un autre épisode de Gling. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.